Un millionnaire a fait une proposition absurde à sa domestique. Il l'a payée pour qu'elle ait son enfant. Mais quelque chose a échappé à tout contrôle. Ce qui s'est passé après a laissé tout le monde sous le choc. Prépare-toi pour une fin à couper le souffle. Le tonnerre grondait à l'extérieur des immenses fenêtres du château de Montclair, tandis que les mains d'Élodie tremblaient, retenant à peine la plumeau. L'horloge grand-père sonna minuit, son écho profond résonnant dans les couloirs, déserts. Elle était restée plus tard que d'habitude, s'assurant que chaque surface brillait selon les normes exigeantes de Monsieur Montclair. Pourtant, elle savait que cette nuit serait différente. Mademoiselle Élodie, sa voix froide et maîtrisée, traversa l'obscurité. « Un mot dans mon bureau, s'il vous plaît. » Alexandre Montclair se tenait près de la cheminée, sa silhouette, tranchante se détachant sur les flammes dansantes. À 42 ans, il dirigeait un empire valant des milliards, mais les rumeurs chuchotaient que sa richesse ne pouvait combler le vide laissé par une tragédie personnelle. Élodie travaillait dans son château depuis 8 mois, le voyant se replier sur lui-même jour après jour. « Monsieur ?» répondit-elle, sa voix ferme malgré son cœur qui battait la chamade. Le bureau semblait plus petit ce soir, plus intime, comme si les murs retenaient leur souffle dans l'attente. « J'ai une proposition à vous faire. » Il se tourna, ses yeux gris acier reflétant la lumière du feu. Une proposition qui pourrait changer nos vies à tous les deux. Les doigts d'Élodie se crispèrent sur son uniforme. En 8 mois de travail ici, il lui avait à peine adressé 10 mots. Maintenant, son regard intense semblait plonger au plus profond de son âme. « J'ai besoin d'un héritier », poursuivit-il, ses mots précis et mesurés. « Et je veux que vous en soyez la mère. » Le plumeau tomba bruyamment au sol. « Je ne comprends pas, monsieur. C'est très simple. » Il se dirigea vers son bureau, sortant une épaisse enveloppe marron. « Je vous offre 5 millions de dollars pour porter mon enfant, par des moyens artificiels, bien sûr. Les meilleurs soins médicaux, une discrétion absolue et une sécurité. Financière à vie. » L'esprit d'Élodie tourbillonnait. 5 millions de dollars. De quoi fuir son passé, recommencer à zéro, devenir quelqu'un d'autre. Mais le prix, vous voudrez sans doute du temps pour réfléchir. Pourquoi moi ? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse se retenir. Une ombre traversa son visage. Vous êtes en bonne santé, intelligente, et surtout, vous comprenez la discrétion. Mes exigences sont simples. Porter l'enfant à terme, céder tous les droits parentaux, et garder un silence absolu sur notre arrangement. La gorge d'Élodie se dessécha. Et après, vous serez libre de partir, de commencer une nouvelle vie où vous le souhaiterez. L'argent sera à vous, sans aucune condition. Il posa l'enveloppe sur son bureau. Sauf une, vous ne pourrez jamais réclamer l'enfant comme le vôtre. La pendule grand-père marquait chaque seconde de silence de son tic-tac régulier. Le passé d'Élodie défilait dans son esprit. Les mensonges, la fuite, le besoin désespéré de disparaître. 5 millions de dollars pouvaient acheter une grande distance par rapport à son ancienne vie. Prenez le week-end pour décider, dit-il en la congédiant d'un léger hochement de tête. Mais alors qu'Élodie se tournait pour partir, quelque chose attira son regard. Une photographie partiellement cachée sous des papiers sur son bureau. Une femme, belle et élégante, tenant un petit garçon. Tous deux souriants, tous deux étrangement familiers. Plus tard, dans la nuit, dans son petit appartement au-dessus du garage, Élodie fixa le contrat jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Les termes étaient clairs. L'argent changerait sa vie. Pourtant, quelque chose dans le regard d'Alexandre Montclair lorsqu'il avait regardé cette photo la tourmentait. Elle sortit sa propre photographie chérie, pliée et usée. Un couple, souriant à l'objectif, leur visage obscurci par le temps et les manipulations. Le seul lien avec son passé, avec les parents dont elle ne se souvenait pas. L'accident qui les aurait emportés lui avait laissé plus de questions que de réponses. Le tonnerre gronda à nouveau, plus proche maintenant. Élodie se dirigea vers sa fenêtre, regardant les éclairs illuminer la silhouette imposante du château. Dans l'une de ces pièces, Alexandre Montclair était probablement encore éveillé, hanté par ses propres fantômes. Ce qu'elle ignorait, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que dans son bureau, Montclair était déjà en train de passer un coup de fil. « Commencez la vérification des antécédents », ordonna-t-il. « Je veux tout savoir sur Élodie Dubois, tout. » La voix à l'autre bout hésita. « Monsieur, les recherches préliminaires montrent quelque chose d'inhabituel. Le nom Élodie Dubois n'existait pas il y a 8 mois.
La poigne de Montclair se resserra sur le téléphone alors qu'il fixait la photographie sur son bureau. Le sourire de la femme semblait maintenant se moquer de lui rappelant une autre erreur, une autre femme qui avait disparu dans la nuit des années auparavant. « Découvrez qui elle est vraiment », commanda-t-il, « et pourquoi elle est vraiment ici. » Dehors, la tempête s'intensifia, comme si la nature elle-même comprenait l'ampleur de ce qui avait été mis en mouvement. Ni Élodie ni Montclair ne pouvaient savoir que leurs vies étaient désormais enchevêtrées dans un réseau de secrets bien plus complexe que ce que l'un ou l'autre pouvait imaginer. Et quelque part dans l'obscurité, quelqu'un observait, attendant le moment parfait pour frapper. Le lendemain matin se leva frais et clair, effaçant toute trace de la tempête de la nuit précédente. Élodie enchaîna sa routine matinale mécaniquement, son esprit encore tourmenté par la proposition de Montclair. Alors qu'elle préparait le petit déjeuner dans la cuisine étincelante du château, chaque surface semblait porter le poids de sa décision. « On dirait que tu as vu un fantôme », observa Marie, la cuisinière âgée, tout en pétrissant la pâte à pain. « Il s'est passé quelque chose hier soir ?» Élodie força un sourire. « Juste fatiguée. La tempête m'a tenu éveillée. Mais ce n'était pas la tempête qui lui avait volé son sommeil. C'était le souvenir d'une autre nuit orageuse, il y a 3 ans, quand elle avait découvert la vérité sur son identité. Les paroles de l'assistante sociale résonnaient encore dans son esprit. Vos dossiers d'adoption, il y a des incohérences. Les parents mentionnés, ils n'étaient peut-être pas ceux qu'ils prétendaient être. Le bruit de chaussures italiennes coûteuses sur le marbre interrompit ses pensées. Montclair apparut dans l'encadrement de la porte, impeccable dans un costume anthracite. Leurs regards se croisèrent brièvement avant qu'ils ne détournent les yeux, comme si la conversation de la veille n'avait jamais eu lieu. « Un café noir », ordonna-t-il, sans s'adresser spécifiquement à elle, mais à la pièce en général. « T'es fait préparer la voiture dans 20 minutes. » Élodie prépara son café avec des mains tremblantes, se demandant s'il pouvait voir les questions qui brûlaient derrière ses yeux. Alors qu'elle posait la tasse devant lui, un titre de journal attira son attention, une affaire de disparition rouverte après la découverte de nouveaux éléments. Montclair remarqua son intérêt. Quelque chose de fascinant dans les nouvelles aujourd'hui, mademoiselle Dubois. La façon dont il appuya sur son nom de famille fit accélérer son pouls. Non, monsieur, je jetai juste un coup d'œil. Il l'étudia par-dessus le bord de sa tasse de café. Les noms sont une chose intéressante, ne trouvez-vous pas? Ils peuvent tout nous dire ou rien sur une personne. Avant qu'Élodie ne puisse répondre, son téléphone sonna. Il répondit d'un bref « Montclair » et quitta la pièce, laissant son café à moitié fini et les nerfs d'Élodie à vif. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle faisait la poussière dans la bibliothèque, Élodie découvrit quelque chose qui glaça son sang. Un dossier était tombé derrière l'une des immenses étagères, son contenu répandu sur le sol. Parmi les papiers éparpillés se trouvait une photographie qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une femme qui aurait pu être son jumeau, debout devant ce même château. Le tampon de date indiquait 2018, il y a 3 ans. Les mains tremblantes, Élodie lut la note qui l'accompagnait. Contrat résilié en raison du départ inattendu du sujet. Lieu actuel, inconnu. Possible lien avec le dossier 23A. Un bruit dans l'encadrement de la porte la fit sursauter. Montclair se tenait là, son expression indéchiffrable. « La curiosité, dit-il doucement, peut être une chose dangereuse, mademoiselle Dubois, ou quel que soit votre vrai nom. » Le cœur d'Élodie battait à tout rompre. « Je faisais juste le ménage. »« Vraiment ?» Il entra dans la pièce, sa présence emplissant l'espace. « Tout comme vous cherchiez juste un emploi il y a 8 mois. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette maison, cette famille ? Je ne sais pas de quoi vous parlez, murmura-t-elle, mais alors même que les mots quittèrent sa bouche, des souvenirs vacillaient aux limites de sa conscience, des fragments de conversation entendus, des visages qui semblaient à la fois familiers et étrangers. Montclair se rapprocha, ramassant la photo tombée. Il y a 3 ans, une autre femme se tenait là où vous êtes maintenant. Elle aussi avait des secrets, elle aussi avait besoin d'argent, et elle aussi n'était pas celle qu'elle prétendait être. Qu'est-il arrivé à cette femme? La voix d'Élodie était à peine audible. C'est ce que j'essaie de découvrir. Ses yeux se fixèrent sur les siens, tout comme la raison pour laquelle vous êtes arrivé à ma porte exactement 5 ans jour pour jour, après sa disparition. Une brusque rafale de vent fit vibrer les fenêtres de la bibliothèque,
faisant sursauter Élodie. Dehors, les nuages d'orage s'accumulaient à nouveau, comme si le temps lui-même conspirait pour recréer l'atmosphère de la nuit précédente. « Le contrat est toujours sur mon bureau », dit Montclair d'un ton faussement décontracté. « Mais avant que vous ne preniez votre décision, sachez ceci. Je découvrirai la vérité, sur elle, sur vous, sur tout. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Oh, et Élodie, vérifiez votre boîte aux lettres ce soir. Vous pourriez y trouver quelque chose d'éclairant. » Des heures plus tard, avec des doigts tremblants, Élodie ouvrit sa boîte aux lettres pour y trouver une seule enveloppe. À l'intérieur se trouvait une coupure de journal datant de 15 ans. Une famille de 3 personnes disparaît après un accident mystérieux. Le corps de la jeune fille jamais retrouvé. La photo accompagnant l'article montrait une maison familière, celle de son enfance. Mais c'étaient les noms qui firent basculer son monde. Le couple disparu ne s'appelait pas Torres, il s'appelait Montclair. Élodie s'assit dans son appartement au-dessus du garage, la coupure de journal étalée devant elle sur la table de la cuisine. Ses mains tremblaient tandis qu'elle traçait les visages familiers sur la photo. Le sourire doux de la femme, la posture fière de l'homme. C'était le même couple que sur la photo usée qu'elle avait gardée toutes ces années, croyant qu'il s'agissait de la famille Torres. Mais ils étaient des Montclair, la famille d'Alexandre Montclair. Les implications lui donnèrent le tournis. Si c'étaient ses parents et qu'ils étaient des Montclair, alors Alexandre pouvait-il être son oncle? Les dates correspondaient parfaitement à ses premiers souvenirs, des fragments d'une vie qu'on lui avait dit être imaginaire. Un léger coup à sa porte la fit sursauter. À travers le judas, elle vit Marie, la cuisinière, tenant un plat couvert. « Tu as manqué le dîner, ma chère », dit Marie lorsqu'Élodie ouvrit la porte. Mais au lieu de lui tendre le plat, la femme plus âgée entra, sa chaleur habituelle remplacée par une intensité urgente. « Nous devons parler. » Le petit salon d'Élodie sembla soudain encore plus étroit. « À propos de quoi ?»« À propos de la raison pour laquelle je veille sur toi ces 8 derniers mois. » Les yeux de Marie se dirigèrent vers les fenêtres avant qu'elle ne continue d'une voix plus basse. « À propos de la raison pour laquelle je t'ai aidé à obtenir ce travail. » Le monde bascula sous les pieds d'Élodie. « Tu... Quoi ? Je connaissais ta mère, Élodie. Catherine Montclair était bien plus que la belle-sœur d'Alexandre. Elle était ma filleule. » La voix de Marie se brisa sous l'émotion. « Et toi, tu es son portrait craché à ton âge. » Élodie s'affaissa dans une chaise. « Mais mes papiers d'adoption ont été falsifiés pour te protéger. » Marie sortit une enveloppe de sa poche jaunie par le temps. « Après l'accident, il y a eu des menaces. Quelqu'un voulait éliminer les enfants Montclair. Tes parents ont tout planifié. Le faux accident, les identités séparées. Ils pensaient à pouvoir revenir te chercher une fois que ce serait sûr. » « Mais ils ne l'ont jamais fait, » murmura Élodie. « Parce qu'ils ne pouvaient pas. » Les yeux de Marie s'emplirent de larmes. Ils étaient surveillés. Chaque mouvement, chaque contact aurait pu conduire leurs ennemis droit à toi. Alors ils ont attendu, te protégeant de la seule manière possible, à distance. Une pensée soudaine frappa Élodie. La femme d'il y a 3 ans, celle sur la photo, qui était-elle? L'expression de Marie s'assombrit. Liz Chen. Elle avait été engagée pour porter l'enfant d'Alexandre, tout comme il te le propose maintenant. Mais elle a découvert quelque chose qui l'a poussée à fuir. 2 jours plus tard, son appartement a été cambriolé. Elle a à peine réussi à sauver sa vie. L'esprit d'Élodie tournait à toute vitesse. Et maintenant, Alexandre veut que... Je sais que tu lui donnes un héritier, oui. Mais Élodie réfléchit. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Marie se pencha en avant. Alexandre enquête sur l'accident de son frère depuis des années. Il est proche de quelque chose. Je le sens. Et puis tu apparais, avec ton faux passé qu'il découvrirait sûrement. Tu crois qu'il soupçonne qui je suis? Je pense qu'il teste une théorie. Le timing de sa proposition, les vérifications d'antécédents, la découverte opportune de ce dossier dans la bibliothèque. Marie secoua la tête. Alexandre Montclair ne croit pas aux coïncidences. Un grondement de tonnerre retentit au loin. Une autre tempête approchait. Élodie se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le château se dressait devant elle, ses fenêtres brillant comme des yeux vigilants. « Il y a plus, » dit Marie doucement. « Catherine était enceinte quand ils ont disparu. »
Élodie se retourna brusquement. « Quoi ?» Très peu de... Jean le savait. Elle en était à 3 mois. Marie sortit une autre photo de son enveloppe, un portrait de famille qu'Élodie n'avait jamais vu. Dedans, la main de sa mère reposait protectrice sur son ventre. Si cet enfant a survécu... J'aurais peut-être un frère ou une sœur quelque part, murmura Élodie. Un éclair illumina la pièce suivi d'un coup de tonnerre sec. Les lumières vacillèrent 1 fois, 2 fois, puis se stabilisèrent. « Écoute bien, Élodie. » La voix de Marie prit un ton urgent. « Demain matin, Alexandre attendra ta réponse concernant le contrat. Quelle que soit ta décision, tu ne dois pas lui laisser savoir que tu connais la vérité. Pas encore. Il y a encore trop d'ombre, trop de questions sans réponse. Comme pourquoi quelqu'un voulait éliminer ma famille, ou ce que Liz Chen a découvert. Exactement. » Marie se leva, le visage grave. « J'ai organisé une rencontre. Demain soir, minuit, à l'église Saint-Michel. Quelqu'un qui sait ce qui s'est vraiment passé il y a 15 ans veut te parler. Qui? Je ne connais pas son nom. Ils m'ont contacté par un ancien canal, un que tes parents avaient établi il y a des années. Mais Élodie, Marie lui serra les mains fermement. Sois prudente. Les mêmes personnes qui voulaient te voir disparaître à l'époque pourraient encore te surveiller maintenant. » Après le départ de Marie, Élodie retourna à la fenêtre. La tempête s'était intensifiée, des rideaux de pluie obscurcissant sa vue du château. Quelque part dans cette immense demeure, Alexandre Montclair était soit son plus grand allié, soit son ennemi le plus dangereux. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Le contrat n'est pas ce qu'il semble être. Ne signe rien avant de m'avoir parlé. » Elle, Liz Chen. Le cœur d'Élodie s'accéléra. Lorsqu'un autre message apparut, ils n'ont jamais voulu un héritier. Ils voulaient un enfant Montclair. Ton sang est la clé. Dehors, une silhouette se déplaça dans la pluie, à peine visible dans l'obscurité. Lorsque l'éclair suivit, Élodie aperçut quelqu'un debout à la limite de la propriété, fixant sa fenêtre. Le temps qu'elle cligne des yeux, la personne avait disparu. L'aube se leva sur le domaine des Montclair, peignant le ciel de nuances de lavande et d'or. Élodie n'avait pas dormi, son esprit tourmenté par des questions. Le contrat restait non signé sur sa petite table à manger, ses pages immaculées maintenant tachées de café après une nuit blanche. Elle enchaîna sa routine matinale mécaniquement, hyper consciente de chaque ombre, de chaque bruit. Le château semblait différent maintenant, moins imposant, plus comme un coffre au trésor de secrets, attendant d'être déverrouillé. Alexandre était déjà dans son bureau lorsqu'elle arriva avec son café matinal. Il paraissait aussi impeccable que d'habitude, mais elle remarqua les signes subtils de sa propre nuit blanche, une cravate légèrement desserrée, une tension autour de ses yeux. « Avez-vous pris votre décision ?» demanda-t-il, sans lever les yeux de son ordinateur. Élodie posa la tasse de café avec des mains fermes. « J'ai besoin d'1 jour de plus, monsieur. » Il leva alors les yeux, ses yeux gris scrutant son visage. « Quelque chose vous trouble, mademoiselle Dubois ?» La façon dont il insista sur son faux nom de famille fit accélérer son pouls. « Non, monsieur, c'est juste une grande décision. » En effet, il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un dossier, presque aussi grande que la décision de créer une fausse identité il y a 8 mois. Le souffle d'Élodie se bloqua, mais elle garda son calme. Des années de dissimulation lui avaient appris au moins cela. Votre vérification d'antécédents a révélé quelques incohérences. Il ouvrit le dossier. Élodie Dubois semble être apparue de nulle part. Aucun acte de naissance, aucun dossier scolaire avant 8 mois. Un travail plutôt impressionnant, en fait, de niveau professionnel. Monsieur, je peux expliquer. Vraiment? Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Pouvez-vous expliquer pourquoi votre correspondance partielle d'ADN montre une correspondance de 99,9% avec Catherine Montclair? La pièce sembla basculer. Il savait. Il avait toujours su. Ou pourquoi, continua-t-il, sa voix faussement douce, votre arrivée coïncide parfaitement avec certains événements que j'ai été en train d'enquêter. Avant qu'Élodie ne puisse répondre, son téléphone vibra. L'identifiant de l'appelant le fit froncer les sourcils. « Nous continuerons cette discussion plus tard, dit-il, la congédiant d'un geste de la main. Élodie s'enfuit du bureau, l'esprit en ébullition. Dans le couloir, elle faillit percuter Jacques, le chauffeur personnel d'Alexandre. « Attention, mademoiselle Dubois !»
La stabilisa-t-il avec une main douce? Ou devrais-je dire mademoiselle Moncler? Le sang d'Élodie se glaça. Jacques sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Ne vous inquiétez pas, votre secret est bien gardé avec moi, pour l'instant. Il se pencha plus près, sa voix à peine un murmure. Mais si j'étais vous, je repenserais sérieusement à cette réunion de minuit. Il s'éloigna avant qu'elle ne puisse répondre, la laissant tremblante contre le mur. Comment savait-il pour la réunion? Avait-il entendu sa conversation avec Marie? Le reste de la journée passa dans un flou de tension. Élodie accomplit ses tâches machinalement, son esprit bouillonnant de possibilités. À la tombée de la nuit, elle avait pris sa décision. Elle devait se rendre à cette réunion. L'église Saint-Michel se dressait sombre et imposante contre le ciel nocturne. Élodie se faufila par la porte latérale à minuit pile, ses pas résonnant dans la nef vide. « Allô » appela-t-elle doucement. « Vous lui ressemblez tellement. » Une femme émergea de l'ombre. Tellement à Catherine. Le cœur d'Élodie s'arrêta. La femme était plus âgée que sur la photo qu'elle avait trouvée, mais reconnaissable entre toutes, Lise Chen. « Pourquoi avez-vous fui » Élodie demanda. « Parce que j'ai découvert ce qu'il voulait vraiment. » Lise jeta un regard nerveux vers les fenêtres. « Le contrat, l'héritier, tout ça n'est qu'une façade. Il cherche quelque chose de précis dans la lignée des Moncler. »« Quoi ? Un marqueur génétique, extrêmement rare. Votre père l'avait, et votre mère aussi. » Lise sortit un dossier épais de son sac. Ils ont essayé de le recréer par reproduction sélective. Il, qui ça il? Un groupe appelé l'Initiative Phénix. Il manipule la famille Moncler depuis des générations. Les mains de Lise tremblaient en ouvrant le dossier. Vos parents ont découvert leur plan, ont essayé de les arrêter. C'est pour ça qu'ils ont dû disparaître. Un bruit, provenant du fond de l'église, les fit sursauter toutes les deux. Nous n'avons plus beaucoup de temps, dit Lise avec urgence. Le contrat qu'Alexandre vous a proposé, ce n'est pas juste une question d'avoir un enfant. Ils veulent tester votre sang, confirmer si vous portez le marqueur. Si c'est le cas, les portes de l'église s'ouvrirent brusquement. Jacques se tenait là, encadré par deux hommes en costume sombre. « Mesdames, dit-il avec un sourire froid, je crois que cette réunion est terminée. » Lise poussa le dossier dans les mains d'Élodie. « Cours !» Élodie se précipita vers la porte latérale, son cœur battant la chamade. Derrière elle, elle entendit une lutte, le cri perçant de douleur de Lise. Elle courut dans l'obscurité, le dossier serré contre sa poitrine. Quand elle atteignit enfin les terrains du château, elle réalisa qu'elle avait un choix à faire. La lumière du bureau d'Alexandre était encore allumée. Faisait-il partie de cette initiative Phénix? Ou était-il, comme elle, juste un pion dans leur jeu? La réponse, elle le soupçonnait, se trouvait dans le dossier qu'elle tenait maintenant, et quelque part dans l'obscurité, une horloge comptait les secondes avant une révélation qui changerait tout. La fenêtre du bureau l'appelait. Il était temps de découvrir de quel côté se trouvait vraiment Alexandre Moncler. Le cœur d'Élodie battait à tout rompre alors qu'elle passait discrètement par les portes-fenêtres pour entrer dans le bureau d'Alexandre. Le dossier de Lise lui semblait lourd entre ses mains, chargé de secrets qui pourraient tout changer. La pièce était vide, mais des traces de la présence d'Alexandre subsistaient. Un verre de whisky à moitié vide, son ordinateur portable encore en marche sur le bureau. Elle n'avait que quelques minutes, peut-être quelques secondes, avant que quelqu'un ne la découvre ici. Le contenu du dossier s'étalait sur son bureau en acajou, des rapports médicaux, des analyses génétiques et des photographies couvrant plusieurs décennies. Une image attira son attention. Un groupe d'hommes en blouse de laboratoire, debout devant un symbole étrange, un phénix s'élevant d'une mer d'équations mathématiques. Le tampon de date indiquait 1985. Son père se tenait parmi eux. « Je me demandais quand tu finirais par venir chercher des réponses. » La voix d'Alexandre traversa le silence. Élodie se retourna brusquement. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, son expression indéchiffrable dans la faible lumière. « L'initiative Phénix, dit-elle, d'une voix plus ferme qu'elle ne se sentait. Que veulent-ils » Alexandre ferma la porte derrière lui, le léger clic résonnant comme un coup de feu. La même chose qu'ils ont toujours voulu, perfectionner le génome humain. Ton père était leur chercheur le plus prometteur, jusqu'à ce qu'il découvre la vérité sur leurs véritables intentions. Et quelles étaient-elles?
Créer une nouvelle génération d'humains génétiquement améliorés, en utilisant la lignée des Montclair comme fondation. Il se dirigea vers son bureau, ramassant l'une des photographies éparpillées. Ton père a découvert un marqueur unique dans l'ADN de notre famille, quelque chose qui nous rendait particulièrement compatibles avec leurs expériences. L'esprit d'Élodie tournait à toute vitesse. Le contrat, le bébé, ne concernait jamais un héritier. Les yeux d'Alexandre croisèrent les siens. Il s'agissait de trouver quelqu'un avec ce même marqueur génétique, quelqu'un comme toi, Élodie, ou devrais-je dire Sarah Montclair. Le son de son vrai nom, inentendu depuis si longtemps, lui fit vaciller les genoux. Depuis combien de temps le savais-tu? Depuis le jour où tu es arrivé, tu as les yeux de Catherine. Il versa 2 verres de whisky, lui en tendant un. J'ai passé 15 ans à te chercher, à surveiller chaque mouvement de l'initiative, attendant qu'il me mène à toi ou à tes parents. Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit immédiatement? Parce que je devais être sûr que tu ne travaillais pas pour eux. Il prit une longue gorgée. L'initiative a infiltré tous les niveaux de la société. La confiance est un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Un bruit soudain venant du rez-de-chaussée les fit tous deux sursauter. « Ils sont là !» dit Alexandre calmement, se dirigeant vers son bureau. Il appuya sur quelque chose sous la surface et un panneau dans le mur glissa pour s'ouvrir. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. » « Du temps pourquoi ? Pour terminer ce que ton père a commencé. » Il sortit une mallette métallique du compartiment caché. Tout ce qu'il a découvert sur l'initiative, chaque preuve qu'il a rassemblée, tout est là, y compris la vérité sur ton frère ou sœur. Le cœur d'Élodie s'arrêta. L'enfant à naître de ma mère a survécu, un garçon. La voix d'Alexandre trembla légèrement. L'initiative l'a gardé toutes ces années, l'étudiant, attendant que le marqueur génétique se manifeste pleinement. C'est la raison pour laquelle tes parents ne sont jamais revenus te chercher. Ils ont essayé de le sauver. Des pas résonnèrent dans le couloir se rapprochant. « Jacques, » murmura Élodie, « travaille pour eux depuis le début. » Alexandre lui tendit la mallette. « Ceci contient tout, les lieux, les noms, les preuves de leurs expériences. Tes parents ont caché un message pour toi dans les données, mais il ne peut être décodé qu'avec ton ADN. » La poignée de la porte du bureau commença à tourner. « La serre, » dit Alexandre avec urgence. « Il y a un tunnel sous le jardin de roses. Marie t'y attendra. » Il pressa une clé dans sa paume. « Trouve ton frère, Élodie, trouve tes parents, et quoi que tu fasses, ne les laisse pas prendre ton sang. »« Et toi ?» Un sourire triste traversa son visage. « Je vais te gagner du temps, vas-y !» Élodie s'enfuit par un autre panneau caché juste au moment où la porte du bureau s'ouvrit à la volée. À travers le mur, elle entendit la voix de Jacques. « Où est-elle, Alexandre ?»« Qui ?» Le ton d'Alexandre était froidement aristocratique. « Je crains que vous ne deviez être plus précis. » Élodie courut dans l'obscurité du passage secret, la mallette serrée contre sa poitrine. Derrière elle, des voix résonnaient à travers les murs, mais elle ne parvenait pas à distinguer les mots. Le passage descendait en pente, l'air devenant humide et frais. Enfin, elle émergea derrière un panneau dans la serre. Le doux parfum des roses emplissait l'air, se mêlant à l'odeur terreuse du sol humide. Marie se tenait près d'une section du sol qui avait été soulevée, révélant un tunnel sombre en dessous. « Vite !» pressa la femme plus âgée. « Le tunnel mène à l'ancienne chapelle, située à 3 miles d'ici. Une voiture vous attend. » Mais Alexandre sait ce qu'il fait. Les yeux de Marie étaient déterminés. Il prépare ce moment depuis 15 ans, depuis le jour où vos parents ont disparu. Maintenant, partez. Élodie descendit, dans le tunnel, son esprit tourbillonnant de révélations. Quelque part là-bas, un frère dont elle ignorait l'existence l'attendait. Ses parents étaient en vie, menant une guerre secrète contre des forces qu'elle commençait à peine à comprendre. Et entre ses mains, elle tenait la clé pour tout démêler. L'entrée du tunnel se referma au-dessus d'elle, la plongeant dans l'obscurité. Le seul bruit était celui de sa respiration et le lointain goutte à goutte de l'eau. Elle alluma la lampe torche que Marie lui avait glissée dans les mains, son faisceau éclairant les murs de pierre brute. Au loin, un bourdonnement mécanique résonna dans le tunnel. Quelqu'un avait activé une autre entrée. Elle n'était pas seule ici. Et la course pour découvrir la vérité ne faisait que commencer. Le tunnel s'étendait à l'infini devant Élodie, ses pierres anciennes scintillant d'humidité. Le faisceau de sa lampe torche capta des fragments de traverses de chemin de fer.
Cela avait autrefois fait partie du chemin de fer clandestin, réalisa-t-elle. Maintenant, c'était son propre chemin vers la liberté. Le bourdonnement mécanique se fit plus fort. Il la suivait. Elle accéléra le pas, prenant soin de ne pas glisser sur les pierres mouillées. La mallette heurtait sa jambe à chaque pas, son contenu valant potentiellement plus que tous les milliards des Montclair. Ah, l'intérieur se trouvait non seulement la vérité sur sa famille, mais aussi des preuves d'une conspiration s'étendant sur plusieurs générations. Une voix résonna dans le tunnel. « Mademoiselle Montclair !» Jacques. Il avait trouvé l'entrée du tunnel. Élodie se mit à courir, le faisceau de sa lampe torche dansant follement sur les murs. Le tunnel se divisait devant elle, à pas. Gauche ou à droite? Elle se souvint des mots de Marie. Suis les sculptures de roses. Là, à peine visible dans la pierre érodée, une petite rose sculptée pointait vers la gauche. Elle prit le virage au moment où un deuxième faisceau de lumière éclairait le tunnel derrière elle. « Nous pouvons vous protéger !» cria Jacques. « L'initiative veut seulement vous aider. » Aider, comme ils avaient aidé son frère. La rage alimenta ses pas. Le tunnel s'élargit en une chambre. De vieilles caisses en bois bordées par les murs, leur contenu depuis longtemps disparu. Mais l'une d'elles semblait plus récente que les autres. La lampe torche d'Élodie révéla un symbole familier gravé dans le bois. Un phénix s'élevant d'une mer d'équations. Elle l'ouvrit avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée adressée à Sarah Montclair, écrite d'une écriture familière. Celle de sa mère. Des pas approchaient. Pas le temps. De la lire maintenant. Élodie fourra l'enveloppe dans sa veste et se mit à courir. Le tunnel se rétrécit à nouveau, l'air devenant plus frais. Elle devait être proche de la sortie. Une autre bifurcation, une autre rose indiquant le chemin. Mais cette fois, en tournant le coin, elle se retrouva face à une personne qu'elle ne s'attendait pas à voir. « Bonjour, Élodie », murmura Liz Chen doucement. Du sang coulait d'une coupure au-dessus de son œil. « Je suis désolé pour ça. » Avant qu'Élodie ne puisse réagir, quelque chose de pointu lui piqua le cou. Le monde commença à tourner. « Le marqueur génétique », la voix de Lise semblait venir de loin. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Les genoux d'Élodie fléchirent. La mallette lui échappa des mains, mais des bras robustes l'attrapèrent avant qu'elle ne touche le sol. « Emmenez-la à la voiture », ordonna la voix de Jacques. « Doucement, nous avons besoin d'elle intacte. » À travers une vision qui s'embrouillait rapidement, Élodie vit Lise et Jacques soulever la mallette. La dernière chose qu'elle vit, avant de perdre conscience, fut l'expression apologétique de Lise. « Tes parents m'ont envoyé », chuchota-t-elle. « C'est la seule façon de sauver ton frère. » Les ténèbres l'envahirent. Quand Élodie se réveilla, elle se trouva dans une pièce blanche et stérile. Des équipements médicaux bipotaient doucement à proximité. À travers une grande vitre d'observation, elle pouvait voir un laboratoire ultra-moderne. Et dans ce laboratoire, travaillant intensément sur un ordinateur, se trouvait un visage qu'elle n'avait vu qu'en photo. Son père. Il semblait plus âgé maintenant, des mèches grises striant ses cheveux noirs, des rides d'inquiétude profondément creusées autour de ses yeux. Mais c'était bien lui. Le docteur Thomas Montclair, le généticien brillant qui avait découvert quelque chose de si dangereux qu'il avait dû cacher toute sa famille. Il n'avait pas encore remarqué qu'elle était réveillée. L'esprit d'Élodie tournait à toute vitesse. Pourquoi était-il ici? Était-ce une installation de l'initiative? Ou quelque chose de totalement différent? La porte s'ouvrit. Liz Chen entra, vêtue d'une blouse de laboratoire, ses blessures précédentes soigneusement bandées. « Bien, vous êtes réveillée », dit-elle en vérifiant les signes vitaux d'Élodie. « Je sais que vous avez des questions, mais d'abord, il y a quelqu'un que vous devez rencontrer. » Au même moment, une deuxième silhouette entra dans la pièce. Un jeune homme, peut-être 18 ans, avec des yeux exactement comme ceux d'Élodie. « Bonjour, sœur », dit-il doucement. « Je suis Adrien, et nous avons besoin de ton aide pour terminer ce que nos parents ont commencé. » Le regard d'Élodie passa de l'un à l'autre, son frère disparu depuis longtemps, la femme qui semblait l'avoir trahi, et son père toujours au travail derrière la vitre, ignorant que sa fille s'était enfin réveillée. Mais quelque chose n'allait pas. La façon dont Adrien se tenait, la précision calculée de ses mouvements, la clarté presque artificielle de sa parole. Qu'avait fait l'initiative à son frère pendant toutes ces années? Et plus important encore, que faisaient ses propres parents ici, dans ce qui était clairement un laboratoire de l'initiative?
Les réponses, soupçonnait-elle, seraient soit le salut de l'humanité, soit son pire cauchemar. À travers la vitre d'observation, son père leva enfin les yeux. Leurs regards se croisèrent pour la première fois en 15 ans. Et à cet instant, Élodie comprit que tout ce qu'elle avait appris jusqu'à présent, sur sa famille, sur l'initiative, sur elle-même, n'était que le début. La vérité réelle était bien plus terrifiante qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Élodie fixa la vitre d'observation, son cœur battant la chamade alors que son père s'approchait de la porte. 15 ans de questions, de désirs, d'incertitudes. Tout était sur le point d'être révélé. La porte s'ouvrit avec un léger sifflement et le docteur Thomas Moncler entra dans la pièce. « Sarah » murmura-t-il, la voix brisée. Pendant un instant, il sembla figé sur place, absorbant chaque détail de son visage. Puis, en 2 pas rapides, il traversa la pièce et l'enveloppa dans une étreinte serrée. L'odeur familière de son après-rasage lui fit monter les larmes aux yeux. Certaines mémoires, semblait-il, ne s'effaçaient jamais. « Papa !» réussit-elle à dire, la voix étouffée contre sa blouse de laboratoire. « Qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi travaillez-vous avec eux ?» Il se recula, les yeux graves. « Nous ne travaillons pas avec eux, Sarah. Nous les avons infiltrés. Tout ce que tu vois ici, cette installation, les recherches, fait partie d'un plan préparé depuis 15 ans. » Adrien s'approcha pour se tenir à leur côté, ses mouvements toujours d'une précision troublante. « L'initiative croit qu'elle m'étudie, dit-il, sa voix portant cette même clarté artificielle. Mais en réalité, c'est nous qui les étudions. » Élodie les regarda tour à tour, luttant pour comprendre. « Mais Alexandre, le château était exactement là où nous avions besoin que tu sois, » termina son père. « Nous savions que l'initiative surveillerait Alexandre, attendant qu'il entre en contact avec un survivant des Moncler. En te plaçant là-bas, nous pouvions contrôler les informations qu'il recevait. » Liz Chen s'avança, tablette à la main. « Le marqueur génétique qui les intéresse tant, ce n'est pas ce qu'il croit, ton père a découvert. Quelque chose d'extraordinaire dans la lignée des Moncler, mais ce n'est pas ce que l'initiative pense. » Le docteur Moncler hocha la tête. Il pense que c'est une clé pour l'amélioration génétique, pour créer leur humain parfait. Mais en réalité, c'est une résistance génétique, une immunité naturelle à leur modification. « Je ne comprends pas, » dit Élodie, observant Adrien qui disposait méthodiquement des instruments médicaux sur un plateau à proximité, chaque objet placé à angle droit parfait. L'expression de son père s'assombrit. L'initiative mène des expériences génétiques depuis des générations, essayant de créer des humains améliorés. Mais leurs modifications ont un défaut fatal, elles sont instables. Les sujets finissent par se dégrader, leurs capacités améliorées se retournant contre eux. Sauf pour ceux qui portent le marqueur des Moncler, ajouta Liz. Ils sont naturellement résistants à cette dégradation. Élodie regarda son frère, la compréhension se faisant jour. C'est pour ça qu'ils t'ont gardé? Pour étudier la résistance? Adrien sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Ils ont essayé leur modification sur moi encore et encore, mais mon corps les rejetait sans cesse, revenant à son état naturel. Ils pensaient que c'était un échec, mais c'était en fait la preuve du véritable but du marqueur. Une protection, murmura Élodie. Pas une amélioration. Tel exactement. Son père afficha des diagrammes génétiques complexes sur un écran à proximité. Le marqueur n'améliore pas, il préserve. Il maintient la stabilité génétique, protégeant contre les manipulations artificielles. C'est un mécanisme de sécurité de l'évolution contre exactement le genre de manipulation que tente l'initiative. Une agitation soudaine, dans le laboratoire au-delà de la fenêtre, attira leur attention. Les scientifiques se précipitaient vers les terminaux informatiques, l'air urgent. « Ça commence », dit Liz, vérifiant sa tablette. La dégradation chez leur dernier. Sujet de test, plus tôt que prévu. Le visage du docteur Moncler s'assombrit. « Combien ?»« 57. Tous montrent des signes de dégradation cellulaire. » Élodie se sentit mal. « Ils continuent de faire des expériences sur des gens ?»« Des volontaires consentants, » dit Adrien, sa voix étrangement calme. « Ils croient qu'ils sont améliorés, rendus supérieurs. Ils ne savent pas qu'ils font partie d'un plan plus vaste. » « Quel plan ?» Son père échangea un regard avec Liz avant de répondre. « L'initiative ne cherche pas seulement à créer des humains améliorés. Ils essaient de forcer la prochaine étape de l'évolution humaine. Ils pensent qu'en introduisant leurs modifications dans une partie suffisante de la population,
Ils peuvent déclencher un changement permanent dans l'ADN humain. Mais ce serait catastrophique, ajouta Lise. Sans les propriétés protectrices du marqueur des Moncler, les modifications provoqueraient une instabilité génétique massive. Des lignées entières s'effondreraient. À moins que assez, l'esprit d'Élodie s'emballa. À moins qu'ils ne trouvent un moyen de reproduire notre marqueur. Maintenant, tu comprends pourquoi ils te veulent, dit son père doucement. Avec toi et Adrien, ils auraient suffisamment de matériel génétique pour potentiellement synthétiser le marqueur. Ils pourraient stabiliser leurs modifications, les rendre permanentes. Et changer l'humanité à jamais, conclut Adrien, disposant le dernier instrument avec une précision mécanique. Élodie porta la main à la poche de sa veste, où la lettre de sa mère attendait toujours, non lue. « Où est maman ?» Une ombre traversa le visage de son père. Elle infiltre la direction de l'initiative. Elle est maintenant leur chef. De la recherche génétique, parfaitement positionnée pour accéder à leurs dossiers les plus classifiés. Nous allons tout révéler, dit Lise. Les expériences, les morts, leurs plans ultimes. Mais nous avons besoin de preuves qui ne peuvent pas être contestées ou dissimulées. C'est pourquoi, ajouta Adrien, nous devions te faire venir ici, pour compléter la séquence familiale. Le docteur Moncler prit la main d'Élodie. Ton sang, combiné à celui d'Adrien, contient l'expression complète du marqueur. Une fois documenté, nous pourrons prouver que tout le programme génétique de l'initiative est fondamentalement défectueux, que l'évolution naturelle de l'humanité a déjà créé la défense parfaite contre leur manipulation. Soudain, des alarmes retentirent dans tout le complexe. Des lumières rouges se mirent à clignoter dans le laboratoire. « Ils sont là », dit Lise avec urgence, vérifiant les flux de sécurité sur sa tablette. « La direction de l'initiative. Ils ont dû nous repérer d'une manière ou d'une autre. » Le père d'Élodie serra sa main. « Es-tu prête à nous aider à mettre fin à tout ça? Pour achever ce que notre famille a commencé il y a 15 ans ?» À travers la vitre d'observation, Élodie aperçut des silhouettes en costume entrer dans le laboratoire. Parmi elles, elle reconnut Jacques. Et à ses côtés, « Alexandre ?» murmura-t-elle, stupéfaite. Mais cet Alexandre Moncler semblait différent, plus jeune, d'une certaine manière, plus vibrant. Presque artificiellement. « Ce n'est pas ton oncle », déclara son père d'un ton sombre. « C'est ce que les modifications de l'initiative peuvent accomplir, et ce qu'elles prévoient pour toute l'humanité. » L'Alexandre modifié sourit à travers la vitre, comme s'il les entendait. Ses yeux, autrefois gris, brillaient maintenant d'une lumière bleue surnaturelle. « Bonjour frère », dit-il, sa voix portant clairement à travers les haut-parleurs. « Parlons-nous de l'avenir de notre famille ?» La présence de l'Alexandre modifié semblait charger l'air d'électricité. Élodie regarda alternativement les deux versions de son oncle, celle qu'elle avait connue au château, maintenant révélée comme une élaborate tromperie, et cet être amélioré qui irradiait une puissance contre nature. « Tu as bien fait, Thomas », déclara l'Alexandre modifié, sa voix empreinte d'une étrange harmonie. « Les amener tous les deux ici, compléter le cercle familial, exactement comme nous l'avions prévu. » Le père d'Élodie se plaça protectivement devant elle. « Cela s'arrête maintenant, Robert. Tu as poussé les modifications trop loin. » Robert, le frère jumeau d'Alexandre, réalisa Élodie avec un choc. L'oncle dont elle ignorait l'existence. « Trop loin ?» Robert rit, un son étrangement parfait. « J'ai transcendé les limites humaines. Les modifications m'ont rendu plus grand. »« Elles sont en train de te tuer », déclara Lise avec froideur, surveillant les données sur sa tablette. « Ta structure cellulaire se dégrade plus rapidement que jamais. Un revers temporaire. » Les yeux améliorés de Robert se tournèrent vers Adrien. « Un revers que le matériel génétique de tes enfants nous aidera à surmonter. Le marqueur Moncler est la clé pour stabiliser définitivement les modifications. » Adrien se plaça à côté d'Élodie, ses mouvements toujours d'une précision mécanique. « Tu t'es trompé, oncle Robert, comme toujours. » À travers la vitre d'observation, d'autres humains modifiés entrèrent dans le laboratoire. Élodie reconnut des scientifiques de l'initiative qu'elle avait vus sur de vieilles photographies, tous transformés comme Robert. Plus jeunes, plus forts, mais avec cette même perfection artificielle qui devenait de plus en plus dérangeante à mesure qu'on l'observait. « Ta mère avait compris », dit Robert, ses yeux brillants fixés sur Élodie. « C'est pour cela qu'elle nous a rejoints. Catherine a vu le potentiel de ce que nous créons. »« Catherine ne vous a pas rejoint », déclara fermement
une nouvelle voix. Le cœur d'Élodie s'arrêta. Une femme entra dans la pièce par un panneau caché, élégante, déterminée et douloureusement familière. « Maman !» murmura Élodie. Catherine Moncler ressemblait exactement à la photo précieusement conservée par Élodie, à peine vieillie malgré les 15 années écoulées. Mais contrairement à Robert et aux autres humains modifiés, son apparence était naturellement préservée. Les propriétés protectrices du marqueur Moncler à l'œuvre. « Bonjour, Robert !» dit Catherine calmement. « J'ai amené quelques invités qui souhaitent discuter des protocoles expérimentaux de l'initiative. » Derrière elle, des agents fédéraux envahirent le laboratoire, mené par le véritable Alexandre Moncler. « Vous avez été occupée, belle-sœur, » observa Robert, semblant indifférent aux agents armés qui l'entouraient. « À rassembler des preuves, » répondit Catherine. « Chaque expérience, chaque sujet de test, chaque modification génétique. Et surtout, la preuve de ce que ces modifications font réellement à l'ADN humain. » Élodie regardait, fascinée. Sa mère évoluait dans le laboratoire avec une familiarité experte. C'était son domaine. Elle avait passé des années à s'infiltrer au plus haut niveau de l'initiative, documentant tout. Le génome humain n'est pas fait pour être forcé, poursuivit Catherine, accédant à l'ordinateur principal du laboratoire. Le marqueur Moncler n'est pas une faille dans notre évolution, Robert. C'est une protection contre ce genre de manipulation. Les écrans du laboratoire s'animèrent, affichant des séquences génétiques. Les humains modifiés regardaient avec leur visage trop parfait. Leur propre ADN se décomposait en temps réel. La dégradation cellulaire a atteint des niveaux critiques chez 60% des sujets modifiés, annonça Lise, sa tablette affichant des statistiques alarmantes. La décomposition s'accélère. Les traits améliorés de Robert se crispèrent. Un revers temporaire. Une fois que nous aurons la séquence complète de Moncler, « Vous ne comprenez toujours pas, » interrompit Adrien, sa précision artificielle prenant maintenant tout son sens pour Élodie. « Je ne suis pas le succès que vous croyez. Je suis la preuve de votre échec. » Leur père hocha la tête. Les modifications de l'initiative n'ont jamais pris sur Adrien. Ce que vous voyez comme un comportement parfait, des mouvements parfaits. Tout était programmé. Des réponses apprises pour cacher le fait que son corps rejetait chaque amélioration que vous tentiez de lui donner. « Le marqueur ne permet pas la modification, » expliqua Catherine. « Il l'empêche. L'évolution naturelle a créé un dispositif de sécurité contre la manipulation génétique, contre des gens comme vous, Robert, qui forceraient l'humanité à emprunter un chemin qu'elle n'est pas censée prendre. » Élodie regarda le véritable Alexandre. Son oncle, l'homme qu'elle avait connu au château, traversait le laboratoire avec les agents fédéraux, sécurisant les ordinateurs et les échantillons de recherche. Tout ce que l'initiative avait construit, tous leurs plans pour une évolution forcée, était démantelé autour d'eux. Mais Robert ne semblait pas vaincu. Au contraire, son sourire contre nature s'élargit. « Vous pensez que c'est la seule installation ?» demanda-t-il doucement. « La seule équipe de recherche? Nous avons des laboratoires dans le monde entier, des milliers de sujets modifiés déjà sur le terrain. Le changement a déjà commencé. » « Avait commencé », corrigea Catherine en appuyant sur une dernière touche de l'ordinateur. « Jusqu'à il y a 1 heure, quand j'ai activé le dispositif de sécurité dans le processus de modification. La structure génétique de chaque sujet amélioré revient à son état naturel. » Comme pour prouver son point, les traits parfaits de Robert vacillèrent. Pendant un instant, Élodie vit son véritable visage, vieilli, usé, marqué par des années de manipulation génétique. « Qu'avez-vous fait ?» demanda-t-il, sa voix harmonieuse se brisant. « Exactement ce que le marqueur Moncler fait naturellement, » répondit sa mère. « J'ai rappelé à vos cellules modifiées leur modèle génétique d'origine. Le génome humain veut être stable, Robert. Nous devions simplement lui donner la chance de se souvenir de lui-même. » Oh. À travers la vitre d'observation, Élodie regarda les humains modifiés commencer à changer. Des années d'amélioration artificielle s'effacèrent, révélant leur vrai visage, leur moi naturel. « Maman, » murmura Élodie, « la lettre que tu as laissée dans le tunnel. » Catherine sourit. « Ouvre-la. » Avec des doigts tremblants, Élodie sortit l'enveloppe de sa veste. À l'intérieur se trouvait une seule photographie, toute sa famille réunie, prise quelques jours avant qu'ils ne soient obligés de se séparer. Au dos de l'écriture, de sa mère un simple message. «
Certains liens ne peuvent pas être modifiés. Certaines vérités vivent dans notre ADN même. Viens nous retrouver quand tu seras prête. Élodie leva les yeux vers sa famille, son père avec son esprit brillant, sa mère avec sa force silencieuse, son frère avec sa résistance naturelle à la manipulation. Puis vers son oncle Alexandre, qui l'avait veillé de loin toutes ces années. Ils avaient tous joué leur rôle dans ce jeu de protection et de tromperie qui durait depuis des décennies, et maintenant, enfin, ils pouvaient être à nouveau ensemble. Mais alors que les agents fédéraux emmenaient Robert et ses collègues, ces derniers mots résonnèrent dans l'air. « Vous ne pouvez pas arrêter l'évolution, Catherine. Le changement viendra, que vous soyez prête ou non. » Élodie croisa le regard de sa mère, y voyant sa propre détermination reflétée. Quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face ensemble, en famille, en Montclair. Certains liens, après tout, étaient inscrits dans leur ADN même. Dans les jours qui suivirent l'exposition de l'initiative, la famille Montclair resta sur place, collaborant avec les autorités fédérales pour tout documenter. Élodie regardait, émerveillée, des années de secrets se dévoiler autour d'elle, chaque révélation plus surprenante que la précédente. Les modifications ne visaient pas seulement l'amélioration, expliqua sa mère un soir, en lui montrant la vaste base de données qu'elle avait compilée. L'initiative croyait pouvoir diriger l'évolution humaine elle-même, créer une nouvelle espèce en somme. Ils étaient assis dans ce qui avait été le bureau privé de Robert, maintenant transformé en centre de commandement pour l'enquête. Les écrans affichaient des séquences génétiques du monde entier, des milliers d'humains modifiés, tous en train de revenir lentement à leur état naturel. Mais pourquoi? Élodie demanda, en étudiant les motifs complexes. Pourquoi essayer de forcer l'évolution? Les doigts de Catherine tracèrent un symbole familier, le phénix s'élevant des équations. Parce qu'ils ont découvert quelque chose dans notre passé, dans l'histoire génétique de l'humanité, des preuves de bons évolutifs. Antérieurs qui n'auraient pas dû être possibles naturellement. Tu veux dire, quelqu'un a déjà essayé cela auparavant, termina son père, entrant dans le bureau avec Adrien, il y a longtemps. L'initiative a trouvé des traces de manipulation génétique artificielle dans des restes humains anciens. Ils en sont venus à croire que les grands bons évolutifs de l'humanité avaient été orchestrés. L'esprit d'Élodie tourbillonna. Par qui? C'est ce qu'ils voulèrent découvrir, dit Adrien, ses mouvements devenant plus naturels chaque jour alors qu'il apprenait à être lui-même plutôt que ce que l'initiative avait tenté de faire de lui. Il pensait qu'en recréant le processus, il pourrait comprendre nos origines. Au lieu de cela, ils ont découvert le marqueur, poursuivit Catherine, une caractéristique génétique qui empêche en réalité l'évolution artificielle. Ils l'ont vu comme un obstacle, mais c'était en réalité un signe d'avertissement à laisser dans notre ADN, une protection contre exactement ce qu'ils essayèrent de faire. Un léger coup à la porte les interrompit. Alexandre, le vrai Alexandre, se tenait dans l'encadrement, l'air fatigué mais satisfait. « La dernière des installations de Robert à l'étranger a été localisée », annonça-t-il. « Les équipes sont en route, mais nous avons trouvé autre chose, Catherine, quelque chose que tu dois voir. » Il posa une tablette sur le bureau. À l'écran, des images de surveillance montraient un laboratoire comme aucun de ceux qu'Élodie avait vus dans l'installation. D'énormes séquenceurs génétiques alignaient les murs et au centre, « Est-ce que c'est ce que je crois ?» demanda Thomas Montclair, la voix étouffée. Catherine hocha gravement la tête. De l'ADN ancien, parfaitement préservé. Robert a trouvé ce qu'il cherchait. « C'est-à-dire » demanda Élodie, bien qu'une partie d'elle connaissait déjà la réponse. « Une preuve, dit doucement sa mère, une preuve que l'évolution de l'humanité a déjà été guidée, et des indices sur qui aurait pu en être l'auteur. » Les images montraient un conteneur scellé, le givre recouvrant sa surface. À l'intérieur, à peine visible, se trouvait quelque chose qui ressemblait presque à une séquence génomique humaine, mais pas tout à fait. Les différences étaient subtiles mais profondes. « Ce ne sont pas des modifications », observa Adrien en étudiant la séquence. « Ce sont des améliorations naturelles, comme si ce dont cela provenait avait évolué bien au-delà, des capacités humaines, mais par des moyens entièrement naturels. » « Le véritable prochain pas de l'évolution, » murmura Thomas. « Pas forcé, pas artificiellement amélioré, mais atteint après des millions d'années de développement. Naturel. »« Fais le marqueur, » demanda Élodie. « Où se situe-t-il dans tout cela ?»
Les yeux de Catherine brillèrent de l'excitation de la découverte scientifique. C'est la partie la plus fascinante. Le marqueur n'est pas seulement une protection contre les modifications artificielles, c'est un guide. Il contient des informations sur le chemin évolutif naturel de l'humanité, la bonne manière d'atteindre ce que l'initiative essayait de forcer. Mais cela prend du temps, ajouta Alexandre, des générations. Le marqueur transmet des informations à travers les lignées sanguines, influençant subtilement la sélection naturelle. C'est comme avoir une carte de l'avenir de l'humanité encodée dans notre ADN. Élodie regarda son frère. C'est pour ça qu'ils t'ont gardé. Ils essayaient de lire la carte? Adrien hocha la tête. Mais ils la lisaient mal. Ils voyaient la destination, mais ignorèrent le voyage. Le marqueur ne montre pas seulement où nous allons. Il montre comment nous sommes censés y arriver. Une agitation dans le couloir attira leur attention. Liz Chen fit irruption dans le bureau, sa tablette affichant des alertes urgentes. « Nous avons un problème », annonça-t-elle. « La réversion génétique de Robert, elle n'est pas complète. Il lui arrive quelque chose, ainsi qu'aux autres sujets modifiés, quelque chose que nous n'avions pas prévu. » Sur sa tablette, les relevés médicaux de la cellule de détention de Robert montraient des schémas bizarres. Sa structure génétique ne revenait pas simplement à la normale. Elle se transformait en quelque chose de totalement différent. Les modifications forcées ont disparu, expliqua Liz, mais elles ont déclenché quelque chose dans son ADN, une sorte de système de secours. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent. Le marqueur, il en a une version partielle, pas assez pour empêcher la modification, mais assez pour... Pourquoi? Élodie demanda, bien qu'elle puisse voir la réponse dans l'expression de sa mère. Pour démarrer le processus naturel, murmura Catherine. Leur ingérence a peut-être accidentellement activé la véritable fonction du marqueur, une évolution réelle. Par la fenêtre, ils pouvaient voir des agents fédéraux se précipiter vers la zone de détention. Les alarmes commencèrent à retentir dans tout le complexe. « Nous devons descendre là-bas », dit Thomas avec urgence. « Si l'ADN de Robert est en train d'évoluer naturellement, alors tout ce que nous pensions savoir sur l'évolution humaine est sur le point de changer. » acheva Catherine. Élodie regarda sa famille, ses parents brillants qui avaient tout sacrifié pour protéger le chemin naturel de l'humanité, son frère qui avait enduré des années d'expérience pour prouver une vérité sur la nature humaine, son oncle qui avait gardé leur secret si longtemps. Ils avaient stoppé l'évolution artificielle de l'initiative, mais peut-être avaient-ils déclenché quelque chose de bien plus profond dans le processus. « Maman, dit-elle doucement, que se passe-t-il maintenant ?» Catherine serra la main de sa fille. « Maintenant, nous faisons ce que nous aurions dû faire depuis le début. Nous observons, nous apprenons, nous laissons la nature suivre son cours. Et nous protégeons le marqueur, ajouta Adrien, pour que les générations futures puissent suivre le chemin qu'elles sont destinées à emprunter. » Alors qu'ils se précipitèrent vers la cellule de Robert, Élodie réalisa que la véritable histoire n'était pas celle de l'amélioration artificielle ou de l'évolution forcée. C'était une histoire de famille, de confiance, des liens qui allaient plus loin que l'ADN. Et quelque part dans leur gène, inscrit dans un code plus ancien que l'humanité elle-même, se trouvait la vérité non seulement sur qui ils étaient, mais sur qui ils étaient destinés à devenir. Le niveau de détention vibrait d'une énergie nerveuse alors qu'Élodie et sa famille arrivaient. À travers la vitre d'observation de la cellule de Robert, ils pouvaient le voir allongé sur un lit médical, son corps émettant une lueur subtile mais visible. « Sa structure génétique se stabilise », rapporta Liz, surveillant les données. « Mais en quoi nous n'en sommes pas sûrs ?» Catherine pressa sa main contre la vitre, étudiant son beau-frère avec un mélange de fascination scientifique et d'inquiétude humaine. Le marqueur essaie de corriger les dommages causés par les modifications. Il utilise l'ingérence de l'initiative comme catalyseur pour un changement naturel. « Mais comment est-ce possible ?» demanda Élodie. « Je pensais que le marqueur empêchait les changements. »« Il empêche les changements artificiels, » corrigea son père. « Mais il contient aussi des informations sur l'évolution naturelle de l'humanité. Voyez-le comme un manuel d'instruction. Il ne vous dit pas seulement ce qu'il ne faut pas faire, il vous montre la bonne manière de faire les choses. » Les yeux de Robert s'ouvrirent lentement et Élodie retint son souffle. Le bleu, artificiel, avait disparu, remplacé par quelque chose d'autre,
une profondeur, une clarté qu'elle n'avait jamais vue auparavant dans des yeux humains. « Catherine, dit-il, sa voix portant désormais des harmoniques subtiles qui semblaient naturelles plutôt qu'artificielles. Tu avais raison. Tout ce temps, tu avais raison. » « À propos de quoi ?» demanda Catherine doucement. « Le chemin, la voie naturelle. » Il s'assit lentement, ses mouvements fluides et gracieux. Nous avons essayé de forcer l'évolution, de la plier à nos desseins, mais le marqueur, il sait mieux que nous. Adrien s'approcha de la fenêtre, observant son oncle avec son œil de scientifique. « Ta structure génétique, elle ne fait pas que revenir en arrière. Elle progresse, mais correctement cette fois. »« Oui. » Robert sourit et pour la première fois cela semblait authentique. « Je le sens. Les changements ne combattent plus ma biologie naturelle. Ils travaillent avec elle, à travers elle. Comme cela. J'aurais toujours dû se passer. » Soudain, des alarmes retentirent dans tout le complexe. La tablette de Lise fut submergée d'alertes. « Ça se produit partout, » annonça-t-elle. « Tous les sujets modifiés, leurs marqueurs s'activent. Ils commencent tous à évoluer. » Élodie regarda sa mère accéder rapidement au système informatique principal du complexe. Les écrans se remplirent de données provenant du monde entier, des milliers d'humains modifiés, vivant la même transformation que Robert. « Le marqueur, » murmura Catherine. « Il ne fait pas que réparer les dégâts. Il profite de cette opportunité pour accomplir son objectif initial, guider l'humanité vers sa prochaine étape évolutive naturelle. » « Mais est-ce sûr ?» Cass demanda Alexandre, toujours pragmatique. Thomas étudia les relevés. Les changements sont parfaitement stables. Contrairement aux modifications artificielles, ces altérations fonctionnent en harmonie avec l'ADN humain. C'est comme si le marqueur attendait le bon moment, les bonnes conditions. Un catalyseur mondial, songea Adrien. Les manipulations de l'initiative ont peut-être accidentellement créé les conditions parfaites pour que l'évolution naturelle fasse un bond en avant. À travers la fenêtre, Robert se tenait debout, semblant plus ancré, plus humain, et pourtant, en quelque sorte, plus qu'humain. Nous pensions pouvoir contrôler l'évolution, la plier à notre volonté. Mais le marqueur nous a montré une meilleure voie, une voie naturelle. L'ADN ancien, se souvint Élodie, celui que tu as trouvé, était-ce notre avenir, termina Catherine, ou une version possible de celui-ci. Le marqueur contient de multiples chemins potentiels, chacun étant une progression naturelle de l'évolution humaine. Il n'essayait pas de nous empêcher de changer, il essayait de nous aider à changer correctement. La tablette de Lise émit un bip signalant de nouvelles données. Les changements se stabilisent chez tous les sujets. Leurs capacités, améliorées demeurent, mais elles sont désormais naturelles, intégrées correctement à la biologie humaine. Et plus important encore, elle leva les yeux ébahis. Le marqueur devient actif chez les humains non modifiés également, à un rythme bien plus lent, mais... L'évolution, murmura Adrien. Une véritable évolution. Pas forcée, pas artificielle, mais la sélection naturelle à l'œuvre. Élodie regarda sa famille, ses parents qui avaient consacré leur vie à comprendre et protéger le marqueur, son frère qui avait enduré des années d'expérience pour en prouver le but, son oncle qui avait gardé leur secret, et même Robert qui avait finalement compris la vérité. « Et maintenant, que se passe-t-il » demanda-t-elle. Catherine sourit, prenant la main de sa fille. « Maintenant, nous faisons ce que les scientifiques auraient dû faire depuis le début. Nous observons, nous apprenons, nous aidons l'humanité à comprendre ce qui se passe, à accepter et à s'adapter à ces changements naturels. Et le marqueur ?» Élodie toucha sa poitrine, sentant l'héritage génétique couler dans ses veines. « Continuera son travail, » dit son père, guidant l'humanité sur le chemin qu'elle était toujours destinée à emprunter, non par la force ou l'amélioration artificielle, mais par le processus lent et régulier de l'évolution naturelle. Robert s'approcha de la fenêtre, ses yeux transformés portant une nouvelle sagesse. Nous pensions être la prochaine étape de l'évolution humaine. Mais nous n'étions que le catalyseur de quelque chose de bien plus grand, quelque chose de naturel. À travers les fenêtres de l'installation, l'aube pointait à l'horizon. Un nouveau jour, réalisa Élodie, pas seulement pour sa famille. L'humanité se tenait au bord d'un véritable changement évolutif, non forcé, non artificiel, mais naturel et juste. Et sa famille serait là pour aider à guider le chemin, portant dans leur sang les instructions mêmes du prochain grand bond en avant de l'humanité. « Bienvenue dans l'évolution »,
dit doucement Catherine, regardant le soleil se lever, comme cela a toujours été prévu. Un mois après les événements de l'installation, la famille Moncler se réunit dans la bibliothèque du château restauré. La pièce avait été transformée en centre de commandement pour ce qu'ils appelèrent désormais l'initiative Évolution, une organisation très différente de son prédécesseur, dédiée à comprendre et soutenir la progression génétique naturelle de l'humanité. Les derniers rapports sont encourageants, annonça Catherine, affichant des données mondiales sur les écrans de la bibliothèque. L'activation du marqueur se déroule exactement comme prévu, lentement, naturellement, laissant aux gens le temps de s'adapter au changement. Élodie observait sa mère travailler, toujours émerveillée par la façon dont la famille était passée sans heurts de la dissimulation de leurs secrets à l'aide à l'humanité pour les comprendre. La femme qui avait passé 15 ans à infiltrer une organisation obscure se tenait désormais devant des dirigeants mondiaux et des comités scientifiques, expliquant la merveille encodée dans leur ADN. Et les anciens sujets modifiés? Demanda Adrien, ses mouvements désormais totalement naturels. Toute trace de programmation artificielle disparue. Comment s'adapte-t-il? Mieux que nous aurions pu l'espérer, répondit Thomas en affichant des données médicales. Le groupe de Robert est devenu notre meilleur exemple de la façon dont le marqueur fonctionne. Leurs modifications artificielles ont servi de catalyseur, mais les changements qu'ils vivent maintenant sont entièrement naturels. Comme s'il avait été appelé par son nom, Robert entra dans la bibliothèque. Le mois passé l'avait transformé, la perfection artificielle des modifications de l'initiative avait disparu, remplacée par quelque chose de plus subtil mais bien plus profond. Ses yeux conservaient cette clarté remarquable, mais elle semblait désormais venir de l'intérieur plutôt que d'une amélioration artificielle. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé notre proposition de surveillance, annonça-t-il. Nous aurons pleine autorité pour surveiller et soutenir les développements évolutifs à travers le monde, avec des protocoles stricts pour empêcher toute tentative d'accélérer artificiellement le processus. Et les autres installations? Demanda Alexandre depuis sa place près de la cheminée, son endroit préféré pour réfléchir à des problèmes complexes. Toutes réaffectées, les rassura Robert. Les recherches de l'initiative serviront un nouveau but, comprendre et soutenir l'évolution naturelle plutôt que de chercher à la forcer. Élodie s'assit dans le vieux fauteuil en cuir de son père, contemplant la scène. Il y a un mois, elle était une femme de ménage fuyant son passé. Maintenant, elle se trouvait au cœur de la plus grande transformation de l'humanité, entourée par la famille qu'elle croyait perdue à jamais. « Il y a autre chose, » dit Catherine, attirant l'attention de tous. L'échantillon d'ADN ancien que nous avons récupéré, nous avons terminé son analyse. La pièce devint silencieuse. Élodie se pencha en avant. « Et alors? C'est nous, » dit simplement sa mère. « Ou plutôt, c'est ce que nous deviendrons. » L'échantillon ne montre pas seulement notre avenir évolutif, il prouve que nous y parvenons, que l'humanité réussit cette transition. Un message de nos futurs nous-mêmes, murmura Adrien, laissé dans le passé pour nous guider. Mais comment est-ce possible? Demanda Élodie. Thomas sourit. Le temps, l'évolution, l'ADN, tout cela est bien plus complexe que nous ne l'avions jamais imaginé. Le marqueur n'est pas seulement un programme génétique, c'est un pont entre ce que nous sommes et ce que nous sommes destinés à devenir. Et maintenant, nous pouvons aider les autres à traverser ce pont, ajouta Robert. De la bonne manière cette fois. Un doux carillon les interrompit. Le système de communication sécurisé qu'ils avaient établi avec les centres de recherche du monde entier. Le visage de Liz Chen apparut sur l'écran principal. « Vous devez voir ça, » dit-elle, sans préambule, transmettant des données. Nous avons détecté quelque chose de nouveau dans le modèle d'activation du marqueur. La famille s'était rassemblée autour des écrans, observant des séquences génétiques complexes danser sur les moniteurs. Élodie n'avait peut-être pas l'expertise scientifique de ses parents, mais même elle pouvait voir que quelque chose de remarquable était en train de se produire. « Ce n'est pas seulement une adaptation de notre biologie, » murmura Catherine, les yeux brillants de découverte. Cela renforce notre connexion les uns aux autres. Le marqueur crée une sorte de résonance génétique entre les individus. Une évolution partagée, acquiesça Thomas. Nous ne changeons pas seulement en tant qu'individus, nous changeons en tant qu'espèce, ensemble. Élodie.
pensa aux millions de personnes à travers le monde, portant tout ce programme ancien dans leur ADN, s'éveillant lentement à leur véritable potentiel. Non pas par une intervention artificielle ou une modification forcée, mais par le processus naturel encodé dans leur être même. C'est pourquoi l'approche de l'initiative ne pouvait jamais fonctionner, dit doucement Robert. Ils ont essayé d'améliorer les individus, de créer des êtres supérieurs. Mais la véritable évolution ne consiste pas à devenir meilleur que les autres, c'est avancer ensemble. Et c'est ce que le marqueur garantit, ajouta Adrien. Il nous guide en avant en tant qu'une seule espèce, maintenant notre unité même pendant que nous changeons. Dehors, derrière les fenêtres de la bibliothèque, le soleil se couchait sur le domaine des monts clairs. Bientôt, les satellites détecteraient davantage d'activation du marqueur à travers le monde, davantage de personnes commençant leur transformation douce vers le prochain état naturel de l'humanité. Mais contrairement à l'évolution forcée de l'initiative, ces changements ne sépareraient pas les gens ni ne créeraient de hiérarchies artificielles. La sagesse du marqueur transmise à travers d'innombrables générations garantirait que l'humanité évoluerait comme la nature l'avait prévu ensemble, en se soutenant mutuellement, en maintenant leur connexion essentielle même pendant leur transformation. Élodie regarda sa famille, les scientifiques, les protecteurs, ceux qui avaient tout sacrifié pour que ce moment puisse se produire naturellement et en toute sécurité. Ils avaient tous joué leur rôle dans ce grand drame évolutif et maintenant ils aideraient à écrire le chapitre suivant. Le marqueur n'était plus seulement leur héritage, c'était leur cadeau pour l'avenir, un avenir qu'ils aideraient l'humanité à atteindre, un pas naturel à la fois. 6 mois s'étaient écoulés depuis le début de la transformation. Le printemps était arrivé au domaine des monts clairs, apportant avec lui une nouvelle vie et de nouvelles possibilités. Élodie se tenait dans le jardin restauré du château, regardant sa mère diriger une démonstration pour un groupe de scientifiques internationaux. L'activation du marqueur suit des rythmes naturels, expliqua Catherine, affichant des séquences génétiques holographiques dans l'air, l'une des nombreuses avancées technologiques subtiles apparues alors que le potentiel de l'humanité commençait à se dévoiler. Il répond à la fois à la préparation individuelle et à l'harmonie collective. Les scientifiques visiteurs observaient, fascinés, alors que Catherine démontrait comment l'influence du marqueur se propageait à travers les populations, comme des ondulations à la surface d'un étang, chaque vague d'activation s'appuyant sur la précédente. Le processus était d'une beauté dans son élégante simplicité, le propre chemin de la nature vers le progrès. Madame Monclair, une jeune chercheuse leva la main. Est-il vrai que la lignée génétique de votre famille montre l'expression la plus avancée du marqueur? Élodie échangea un regard avec Adrien, qui se tenait à l'écart du groupe. Ils étaient devenus une sorte de curiosité scientifique, la preuve vivante du potentiel du marqueur. Mais leurs parents avaient veillé à ce qu'ils soient considérés comme des exemples et non des exceptions. Le marqueur des monts clairs est simplement plus actif en raison de générations de développement naturel, répondit Catherine avec diplomatie. Chaque être humain porte le même potentiel. Notre rôle est de comprendre et de soutenir le processus, pas de revendiquer un statut particulier. Alors que la démonstration se poursuivait, Élodie remarqua Robert parcourant les jardins avec Alexandre, plongé dans une conversation profonde. Les deux frères s'étaient réconciliés au fil des mois, leur engagement commun à soutenir l'évolution naturelle ayant pansé les vieilles blessures. Ils discutent des protocoles de Singapour, dit Adrien en la rejoignant. Son frère avait développé une intuition presque naturelle des pensées des autres, pas de la télépathie, mais une conscience plus profonde de la connexion humaine que le marqueur semblait renforcer. « Les directives pour surveiller l'évolution ?» demanda Élodie. Adrien hocha la tête. « Et les garanties contre les interférences artificielles. Certains pensent encore que nous devrions essayer d'accélérer le processus. Ils ne comprennent pas que la chronologie est aussi importante que les changements eux-mêmes. » À l'intérieur du château de Montclair, leur père coordonnait les équipes de recherche à travers le monde. Les écrans de la bibliothèque affichaient les schémas d'activation du marqueur à l'échelle mondiale, une progression lente mais régulière de l'amélioration naturelle se répandant dans la population humaine. « Docteur Monclair », la voix de Lise retentit dans le système de communication, « nous détectons quelque chose de sans précédent dans l'outback australien. » Élodie et Adrien rejoignirent leur père devant les écrans. Les données révélaient
Une convergence remarquable des activités du marqueur parmi les communautés indigènes qui vivaient en harmonie avec la terre depuis des générations. Leur connexion à la nature, murmura Thomas, leur compréhension de l'unité et de l'équilibre, cela crée des conditions parfaites pour l'expression du marqueur. Ils nous montrent une autre voie à suivre. Le marqueur répond « à la sagesse », dit Catherine en entrant avec son groupe de scientifiques. Pas seulement au potentiel génétique, mais aussi à la préparation culturelle et spirituelle. Ces communautés ont maintenu des traditions qui s'alignent parfaitement avec l'objectif du marqueur. Alors qu'ils étudiaient les données, Élodie remarqua autre chose. « Regardez les zones environnantes », dit-elle en montrant du doigt. L'activation du marqueur s'étend au-delà des communautés indigènes, mais elle suit leur schéma. Elle guide inconsciemment les autres vers l'harmonie naturelle. C'est ainsi que cela devrait fonctionner, dit Robert en les rejoignant avec Alexandre. L'évolution n'est pas seulement biologique, elle est culturelle, spirituelle, collective. Le marqueur garantit que nous ne changeons pas seulement physiquement, mais que nous grandissons dans notre compréhension et notre connexion. Par les fenêtres de la bibliothèque, Élodie voyait arriver de nouveaux visiteurs. Des responsables gouvernementaux, des leaders religieux, des anciens indigènes, tous réunis pour comprendre et soutenir la progression naturelle de l'humanité. Le château de Montclair était devenu un centre de sagesse évolutive, mais pas de la manière dont l'initiative l'avait prévu. « Nous avons reçu un autre message », annonça tranquillement Alexandre à la famille. « Du futur. » Tout le monde se tourna vers lui, surpris. Depuis la découverte de l'échantillon d'ADN ancien, ils avaient trouvé d'autres artefacts, des échos quantiques de l'état évolué de l'humanité, revenant à travers le temps pour guider leur développement. « Que dit-il » demanda Élodie. Alexandre sourit. « Que nous sommes sur la bonne voie. Qu'en choisissant l'évolution naturelle plutôt que l'amélioration artificielle, nous avons évité d'innombrables catastrophes potentielles. Le message inclut de nouvelles perspectives sur les étapes finales du marqueur. » Les étapes finales, l'expression d'Adrien était curieuse. Le marqueur ne guide pas seulement l'évolution physique et mentale, expliqua Catherine, en étudiant le message. Son but ultime est d'aider l'humanité à transcender entièrement ses limites actuelles, mais seulement lorsque nous serons vraiment prêts, vraiment unis. « Combien de temps » demanda Élodie. « Des générations » répondit son père. « Le message confirme ce que nous avons toujours cru. Ce n'est pas une course à gagner, mais un voyage à vivre. Chaque étape, chaque génération, chaque petit éveil nous rapproche de notre véritable potentiel. » Dehors, le soleil se couchait sur une autre journée de transformation graduelle. Quelque part dans le monde, une autre personne découvrait que son marqueur s'activait. Un autre esprit s'ouvrait à une plus grande conscience. Un autre cœur s'élargissait pour embrasser des connexions plus profondes. Élodie pensa à son parcours, d'une enfant cachée à une jeune femme perdue, puis à quelqu'un qui aide à guider la plus grande aventure de l'humanité. Le marqueur avait rassemblé sa famille, pansé de vieilles blessures, et leur avait montré à tous un but plus grand. « Nous devrions leur dire », déclara soudainement Adrien. « Dire quoi à qui » demanda Robert. « À tout le monde, à propos des futurs messages, de ce que nous devenons vraiment. Ils méritent de connaître l'émerveillement qui les attend. » La famille échangea des regards, des années de secrets pesant contre la nouvelle ère d'ouverture qu'ils avaient embrassée. « Peut-être, » dit Catherine avec réflexion, « que c'est la prochaine étape de notre propre évolution, apprendre à partager non seulement ce que nous savons, mais aussi ce que nous espérons, aider les autres à voir le futur, miraculeux déjà inscrit dans leur ADN. » Comme en réponse à ces paroles, les écrans s'illuminèrent avec de nouvelles activations de marqueurs à travers le globe, une symphonie d'évolution naturelle se déroulant en parfaite harmonie. La famille Montclair se tenait ensemble, observant l'humanité faire un autre petit pas vers son destin. Ils ne se cachèrent plus, ne luttèrent plus contre la corruption artificielle de leur héritage génétique. Maintenant, ils étaient des guides, des aides, des soutiens d'un processus aussi ancien que la vie elle-même. La sagesse du marqueur continuait à se dévoiler en eux, en chacun, menant l'humanité vers l'avant, un pas naturel à la fois. En jour pour jour, depuis qu'Élodie s'était tenue dans le bureau d'Alexandre, envisageant un contrat qui changerait sa vie, la famille Montclair se réunit dans le grand hall du château. Mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. La salle était remplie de gens venus du monde entier, scientifiques, leaders, enseignants et individus ordinaires, dont les marqueurs s'étaient éveillés.
Bienvenue au premier sommet mondial de Bisonzitsé, l'évolution, déclara Catherine à l'Assemblée. Nous sommes ici non seulement pour discuter de la transformation de l'humanité, mais aussi pour célébrer le chemin parcouru et nous assurer que nous continuons sur la bonne voie. Élodie regardait depuis le côté de la scène, tandis que sa mère parlait. L'année écoulée les avait tous changés, non seulement par l'influence du marqueur, mais aussi par l'expérience d'aider l'humanité à comprendre et à embrasser son potentiel naturel. Adrien se tenait à ses côtés, sa présence stable et soutenante. « Tu le sens » demanda-t-il doucement. La résonance dans la salle. Elle le sentait. L'amélioration des connexions humaines par le marqueur s'était renforcée au fil des mois. Pas de lecture de pensée ou de capacité artificielle de ce genre, mais une conscience plus profonde des liens entre tous les êtres vivants. Dans cette salle remplie d'individus éveillés, le sentiment d'unité était presque tangible. Il y a 1 an, poursuivit Catherine, nous étions à un carrefour. La tentative de l'initiative Phénix de forcer l'évolution aurait pu entraîner l'humanité sur une voie catastrophique. Mais la nature a offert une autre voie, un chemin encodé dans notre ADN même, attendant le bon moment pour nous guider vers l'avant. Thomas rejoignit sa femme sur scène, faisant apparaître des affichages des schémas d'activation des marqueurs à travers le monde. La propagation de l'amélioration naturelle avait été régulière et harmonieuse, chaque nouvel éveil s'appuyant sur les précédents. Le marqueur n'est pas simplement un programme génétique, expliqua-t-il à l'audience. C'est un pont entre ce que nous sommes et ce que nous sommes destinés à devenir. Un cadeau de notre propre avenir, transmis à travers les générations, nous assurant d'évoluer non seulement en sécurité mais ensemble. Robert et Alexandre étaient assis au premier rang, tous deux transformés par les événements de l'année. Les améliorations artificielles de Robert avaient cédé la place à une évolution naturelle, tandis que la protection résolue des secrets de la famille par Alexandre s'était transformée en un guide ouvert pour la progression de l'humanité. « Nous avons reçu davantage de messages », annonça Robert lorsqu'il fut son tour de parler. « Plus de preuves que l'humanité ne survit pas seulement à cette transition, mais s'épanouit grâce à elle. Nos futurs mois continuent de nous contacter, confirmant que nous sommes sur la bonne voie. » Élodie monta sur scène pour partager sa propre histoire, n'étant plus la gouvernante perdue ou l'héritière cachée des Montclair, mais un pont entre les gens ordinaires et la transformation extraordinaire qui s'opérait en eux. Le marqueur s'éveille différemment chez chaque personne, expliqua-t-elle. Pour certains, il amplifie les capacités naturelles. Pour d'autres, il approfondit la compréhension ou renforce les connexions. Mais pour nous tous, il préserve notre humanité essentielle tout en nous aidant à transcender nos limites actuelles. La clé, ajouta Adrien en la rejoignant, c'est que nous évoluons ensemble. Personne n'est laissé pour compte. Personne n'avance au détriment des autres. Le marqueur assure notre unité tout en guidant notre transformation. Du fond de la salle, Marie regardait avec des larmes de fierté dans les yeux. L'ancienne cuisinière qui avait aidé à protéger les secrets des Montclair pendant si longtemps dirigeait désormais un réseau mondial de centres de soutien, aidant les gens à comprendre et à s'adapter à leurs capacités éveillées. Lise, Chen, surveillant la diffusion mondiale de l'événement, rapporta que les activations des marqueurs augmentaient harmonieusement à travers le globe. L'humanité embrassait son évolution naturelle, non pas avec peur ou résistance, mais avec espoir et émerveillement. Mais notre travail ne fait que commencer, rappela Catherine à tous. La guidance du marqueur s'étend loin dans le futur. Chaque génération fera face à de nouveaux défis, de nouveaux changements, de nouvelles opportunités de grandir. Notre rôle est de veiller à ce que l'humanité reste sur son chemin naturel, libre de toute interférence artificielle ou avancée forcée. Comme pour souligner ces paroles, les affichages mondiaux montrèrent une nouvelle vague d'activation de marqueurs commençant, un autre pas en avant dans le long voyage de l'humanité vers son destin. Élodie regarda la foule assemblée, voyant non seulement ce qu'ils étaient, mais ce qu'ils devenaient. Le marqueur en eux tous contenait non seulement des instructions pour une évolution physique, mais aussi la sagesse sur la manière de grandir en tant qu'espèce, de maintenir leur unité et leur humanité tout en transcendant leur forme actuelle. L'avenir n'est pas une destination, leur dit-elle, parlant du fond du cœur. C'est un voyage que nous entreprenons ensemble, un pas naturel à la fois. Le marqueur ne change pas seulement ce que nous sommes, il révèle ce que nous avons toujours eu le potentiel d'être.
Le soleil montait plus haut au-dessus du domaine des Montclair, sa lumière remplissant la grande salle. À cet instant, Élodie ressentit la vérité de ses paroles dans chaque cellule de son être. Le marqueur n'était pas seulement un programme génétique ou un guide pour l'évolution. C'était une promesse que l'humanité non seulement survivrait, mais s'épanouirait, grandissant non pas à travers des améliorations artificielles ou des modifications forcées, mais par le déploiement naturel de son propre potentiel inné. La famille Montclair se tenait ensemble sur scène. Parents et enfants, oncles et frères et sœurs, autrefois séparés par des secrets, mais désormais unis dans un but commun. Ils avaient protégé la vérité du marqueur, empêché sa corruption. Et maintenant, ils guideraient l'humanité vers son destin naturel. Alors que le sommet se poursuivait, Élodie entrevit des fragments du futur dans les connexions entre les gens, dans l'éveil doux des capacités naturelles, dans la compréhension grandissante qu'ils faisaient tous partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. La sagesse du marqueur continuait de se déployer en eux, les guidant vers l'avant, non pas en tant qu'être supérieur, mais en tant qu'humain évolué, naturel et entier. Le voyage qui avait commencé avec un contrat et une identité cachée était devenu la plus grande aventure de l'humanité. Et la famille Montclair serait là à chaque étape, contribuant à garantir que l'évolution reste fidèle à son cours naturel. Debout là avec sa famille, Élodie réalisa que son parcours de femme de ménage à gardienne de l'avenir de l'humanité avait été une forme d'évolution en soi. Le marqueur n'avait pas seulement restauré sa famille, il leur avait donné à tous un but plus grand, un rôle dans la plus grande transformation de l'humanité. Alors que le sommet touchait à sa fin, Catherine s'adressa une dernière fois à l'auditoire. « Nous nous tenons à l'aube d'une nouvelle ère pour l'humanité. Non pas une ère imposée par des moyens artificiels ou guidée par des ambitions individuelles, mais une ère éclairée par la sagesse encodée dans notre ADN même. Le marqueur nous montre non seulement ce que nous pouvons devenir, mais aussi comment y parvenir naturellement, ensemble, en préservant notre humanité essentielle tout en transcendant nos limites actuelles. » Les écrans mondiaux affichaient les activations du marqueur se poursuivant à travers le monde. Une symphonie d'évolution naturelle se déroulant en parfaite harmonie. Chaque nouvel éveil rapprochait l'humanité un peu plus de son destin, guidé par la sagesse transmise à travers les générations. Élodie regarda sa famille, sa mère Catherine, brillante et déterminée, son père Thomas, sage et compréhensif, son frère Adrien, autrefois piégé par une programmation artificielle, mais maintenant pleinement lui-même, ses oncles, Alexandre et Robert, tous deux transformés par leurs expériences à leur manière, et tous les autres qui étaient devenus membres de leur famille, élargis dans ce grand voyage évolutif. Le cadeau du marqueur n'était pas seulement le potentiel d'évolution, c'était la compréhension que le véritable progrès ne vient pas de forcer le changement, mais de le laisser se déployer naturellement, guidé par une sagesse aussi ancienne que la vie elle-même. Alors que le soleil se couchait sur le domaine des Montclair, Élodie sut que ce n'était pas une fin, mais un commencement. Le voyage de l'humanité vers son véritable potentiel ne faisait que commencer, et elle et sa famille seraient là pour aider à guider le chemin, un pas naturel à la fois.